تشرق ليا أوه الحرارة هي أوه تمشي في الدم الحرية حر للممات لو كان ما جابوا الحرية عمرها لا جات شم ريحة الأرض تفهم باللي بالدم نسقات جايبين الحرية ما بقاش قد اللي فات الشعب تعب طوال اللعب السوسة زايدة كلانا الهم وحب الماستر قرب لا فايدة في قلوبنا نايدة لا بريزون فايدة حرية منوطي والمحاكمة حامضة عدالة مغمضة حالتك يا بلادي مريضة مازالهم يضربوا فيا باش نبقى بعيدة ونعلي الراية البيضة بديتو انتوم علينا ياك الحرب الباردة شبيبة مرمدة لا مافيا مقبضة ضربوك بخوك والخاوة على بعضها حقدة لا فيكتوريا العزيزة راكي طولتي بلاد الحومة قاع يسقسو قدامها بنتي لا فيكتوريا العزيزة راكي طولتي بلاد الحومة قاع يسقسو قدامها بنتي أوه يما راني من فيا أوه من بدك تشرب ليا أوه الحرارة هي أوه تمشي في الدم الحرية C'est mon ADN Révolution dans les gènes, c'est mon ADN Je connais les hommes, les fils de femmes, c'est mon ADN Donna Victoria dans les âmes, c'est mon ADN Les companeros dans la rue, on n'a pas le temps Il y a des fleurs qui vivent et meurent avant le printemps Plus important, nous insistons On vivra comme des rois chez nous, pas comme des moutons Ils nous mentent, ils nous trahissent Les traîtres vivent, les hommes subissent Notre terre, une marchandise La devise, l'aéroport et la valise L'aéroport et la valise Me demande pas de quoi t'as besoin, pauvre fille Je suis ni pauvre, ni la petite fille J'ai grandi dans la douleur et dans la galère et dans la peine J'ai appris à la dure, à la hache au milieu de la haine Les rues qui saignent, la terreur qui règne Ma rébellion crie dans mes veines Ma rébellion crie dans mes veines Donna Victoria dans mes gènes Donna Victoria, êtes-vous réveillés Ça fait un bail qu'on vous attend, nos destins liés Donna Victoria, êtes-vous réveillés Ça fait un bail qu'on vous attend, nos destins liés Oh, Donna Victoria Oh, Donna Victoria لا فيكتوريا العزيزة راكي طولتي بلاد الحومة قاع يسقسو قدامها بنتي لا فيكتوريا العزيزة راكي طولتي Azul Flaoun, salam alaikum, marhaba bikoum, bonsoir. C'est samedi et c'est la rétro-info de la semaine. Nous allons donc revenir avec nos invités au sujet d'actualités qui ont marqué cette semaine. La guerre en Ukraine, le Conseil des ministres et les promesses de Tebboune, la fameuse inspection de la présidence, le Front social bien sûr, et les détenus d'opinion qui sont à leur 37e jour de la grève de la faim.
Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir mes chers invités. On aura donc ce soir le docteur Rachid Ouissa, politologue, professeur à l'université de Marbourg en Allemagne. Monsieur Ouissa, bonsoir, marhaba bik. Bonsoir, merci pour l'invitation, Hussein Zulfinaoun. Aslema. Avec nous aussi, donc, pour parler, M. Rachid Nekaz, président du MGC, Mouvement pour la jeunesse et le changement. M. Nekaz, bonsoir, Azoul. السلام عليكم زول فلاك اخويا حسين قاسمي وشكرا على الاستضافه. Merci, marhaba bik. Avec nous aussi M. Atman Mazit, militant politique. M. Mazit, bonsoir, marhaba bik. Azul Flaoun, salam alaikum, bonsoir à tous et à toutes. Je profite de l'occasion pour passer le bonjour au staff technique de Al-Magharibiya, aux présents, à vos invités sur le plateau, à vous-même et ainsi qu'à tous les Algériens et Algériennes qui nous écoutent en ce moment. Merci. Merci, Monsieur Mazit. Et nous serons rejoints après par Madame Nabila Smaïl, avocate et militante politique aussi, pour nous parler justement de ces détenus. On va commencer donc par la guerre en Ukraine. Monsieur Rachid Ouissa, à quoi nous assistons en vrai? Une guerre entre la Russie et l'Ukraine, une guerre entre l'OTAN et la Russie, une guerre entre la dictature et la démocratie, une guerre entre les méchants et les gentils. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe en vrai? Alors là, d'abord, nous avons une guerre. C'est déjà le mot qui est commun pour toutes les qualifications que tu viens de donner. Maintenant, la guerre, je ne sais pas s'il faut chercher vraiment le coupable et le bon et le mauvais dans une guerre, mais nous avons, et ça c'est certain, un changement du système international. De l'équilibre du système international. J'essaye de faire une petite analyse sans prise de position. C'est même pas c'est-à-dire c'est même pas la peine de chercher de prendre position. D'abord, il faut comprendre que effectivement, nous avons affaire avec une Russie qui se cherche dans le système international, qui est chamboulée, comme on dirait, comme en 89, 90, par la rapidité du système mondial, du capitalisme, du néolibéralisme, qui cherche sa place et qui la trouve pas. Donc, il essaye de se refaire une carte où il sera le dominant, et donc mise au mur par les forces de l'OTAN, mais pas seulement par les forces de l'OTAN, par le capitalisme, par la rapidité du néolibéralisme. Et donc on aura un équilibre qui, depuis pratiquement, je parle de l'équilibre mondial, quand on parle du mot mondial, dans ce cas, c'est une phrase qui veut dire le globe, mais au fait veut dire les forces, les powers. Et les powers, depuis le congrès de Vienne de 1814, ça a été toujours un partage des équilibres, des zones d'influence de ces powers, qui ne sont pas du tout bonnes, qui ne sont pas du tout gentilles, mais elles se partagent pour ne pas se rencontrer dans des zones pour se confronter directement. À partir du moment où ces zones d'influence sont rétrécies, il y a une confrontation directe et ça crée malheureusement des guerres encore plus méchantes. La Première Guerre mondiale, donc l'équilibre de Vienne a tenu quand même un siècle, jusqu'en 1914. Ouais. Et puis ça a retracé à partir de 1945 ces zones d'influence qui étaient bipolaires et puis multipolaires. Et maintenant, on revoit une Russie qui n'arrive pas à se retrouver. La Chine, par exemple, elle a retrouvé sa place à l'échelle mondiale. La Chine, donc dans un capitalisme d'exportation, ne peut pas s'empêcher, s'offrir le luxe de s'empêcher du marché occidental. Donc, d'ailleurs, on a vu sa position
aux Nations Unies. Elle dit voilà, je suis pas le grand ami de l'Occident, mais je sais que ce marché de l'Occident est très important pour moi-même. Par contre, on a une Russie exportatrice des produits de première, primaires, donc des énergies, du blé et tout ça, donc qui n'arrivent pas à s'adapter au néolibéralisme. Et je pense que c'est l'une des explications. Restez avec nous, Monsieur Aïssa. Atman Mazid, allons-nous, enfin si j'ai bien compris, Monsieur Aïssa, donc nous allons peut-être assister ou être témoins de la naissance d'un nouvel ordre mondial. Et donc la question peut-être un peu logique, que serait la place de la rive sud dans cette nouvelle reformulation? L'Algérie, l'Afrique du Nord? Écoutez, comme le disait Antonio Gramsci, la crise consiste justement dans le fait que l'ancien meurt et que le nouveau ne peut pas naître. Pendant cet interrègne, on observe les phénomènes morbides les plus variés. Là, on assiste actuellement en Ukraine, c'est vrai, à un repositionnement, une reconfiguration des équilibres géostratégiques entre les États-Unis, le bloc occidental piloté et conduit par les États-Unis, à la traîne, oui, à la remorque, les wagons européens, et le nouveau monde oriental qui se recombine entre les Russes et les Chinois. La caractéristique de ces problèmes, moi, ce que j'ai envie de voir, c'est que les règlements, ils se font pas sur leur territoire. Actuellement, la guerre, elle se fait ni aux États-Unis, ni en Russie, ni en Chine. Elle se fait toujours sur des territoires qui ne leur appartiennent pas. Les bombes, c'est pour les peuples qui ne demandent rien du tout dans ces équilibres, qui sont toujours des victimes. Pour eux, c'est des problèmes collatéraux, mais malheureusement, les bombes, les morts, tout ça, ils se comptent ailleurs que dans ces pays-là. C'est une caractéristique et c'est malheureux. Et ce qui est le plus à craindre, c'est que actuellement, toutes ces reconfigurations, elles vont avoir des incidences, notamment en Afrique, où des enjeux très importants sur les ressources, les énergies, le gaz, le pétrole, etc., les minerais, les ressources minières, les ressources humaines. On a assisté dernièrement, excusez-moi, on a assisté dernièrement à ce que la France, elle est venue, elle a organisé comme ça, elle a décidé, monsieur l'ambassadeur de France en Algérie a décidé d'organiser un concours pour recruter les meilleurs médecins d'Algérie. Voilà, il a choisi, il est venu, il a organisé un concours sans que personne ne puisse lui dire « Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Que se passe-t-il? Comment venez-vous sélectionner nos meilleurs médecins et les embarquer, les emmener en Algérie ?» Ce n'est pas une simple recrutement, une ouverture de liste et celui qui va aller en France, il y va. Non, il est venu sélectionner les meilleurs médecins en Algérie et les emmener combler ses déficits en personnel en France. Et ça, au vu et au su de tout le monde. Dernièrement, il y a un appel qui a été lancé pour recruter des mercenaires pour combattre en Ukraine. Ça se fait. Voilà, l'Ukraine, elle recrute alors qu'elle empêche les ressortissants africains d'évacuer, de quitter les zones de guerre, les zones de combat. Elle va au Sénégal, elle a lancé un appel sur Internet, des dossiers d'inscription. En Algérie, et en Algérie aussi. Même l'Algérie avait condamné justement cette publication sur sa page Facebook. Oui. Malheureusement, ça s'est fait. C'est que c'est l'impunité complète. C'est que maintenant, les zones africaines sont là, les proies de ce système, de ce nouveau rééquilibrage. Déjà, anciennement, il y avait déjà la spoliation, le pillage des ressources africaines, les ressources énergétiques, minières, humaines de l'Afrique, et ça continue. Et ça, c'est pas prêt de s'arrêter. Le problème, ce qu'il y a le plus à craindre, c'est que ces conflits ne se déplacent et ne s'expriment dans les pays africains. C'est-à-dire qu'on est les confrontations entre les différents blocs qui s'expriment, qui fassent des dégâts chez nous. Parce que nous savons très bien, surtout l'Algérie, qui est
un pays stratégique, la porte de l'Afrique. Et d'ailleurs, nous devons faire attention à ne pas tourner le dos à l'Afrique et regarder vers le nord, parce que nous avons une histoire. Nous avons une histoire africaine, nous avons un ancrage africain, et si nous sommes autant convoités, c'est parce que nous sommes la porte de l'Afrique. Donc cette porte, nous sommes la porte de l'Afrique, il ne faut pas que la porte de l'Afrique soit dans notre dos. On ne va pas la mettre dans notre dos et tourner nos regards vers l'Occident. Oui, c'est important, nous sommes un pays méditerranéen, nous sommes un pays africain aussi, il ne faut pas l'oublier, et il faut tout le temps se revenir, comme on dit, quand on ne sait pas où on va, il faut retourner d'où on vient. Merci. Restez avec nous. Monsieur Rachid Nekez, l'Algérie est donc la porte de l'Afrique, c'est très important, il y a une place stratégique. Mais que fait l'Algérie aujourd'hui justement dans cette guerre? C'est peut-être un peu trop tôt peut-être de juger, je ne sais pas, vous diriez peut-être, d'évaluer la position des uns et des autres dans cette guerre. Mais que pensez-vous de la position de l'Algérie, de son vote par exemple à l'ONU il y a 2 jours, l'abstention, son attitude avec les ressortissants algériens coincés en Ukraine? Que pensez-vous de tout ça? Alors, merci beaucoup, Si Hossein Gasbi. Avant tout, je tiens à dire que ce n'est pas la première fois qu'un pays envahit un autre pays. La Russie avait déjà envahi la Crimée, elle avait déjà envahi la Tchétchénie. En Afrique, le Zaïre a été envahi par 9 pays. 9 pays. Donc, c'est nouveau parce qu'en Europe, on n'a pas l'habitude de voir des Blancs tuer d'autres Blancs. Je tiens à rappeler à nos téléspectateurs que l'objectif de la Russie, c'est que l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN, que l'Ukraine soit un pays démilitarisé de la même façon que l'Autriche est un pays démilitarisé. Je rappelle que les Russes sont restés en Autriche de 1945 à 1955. Pourquoi ? Car les Autrichiens ne voulaient pas signer ce qu'on appelle un traité de neutralité. Et il a fallu 10 années pour que l'Autriche accepte d'être un pays neutre, démilitarisé. Et la Russie veut la même chose pour l'Ukraine. Donc voilà pour l'aspect des objectifs de la Russie en Ukraine. Et moi, je ne crois pas qu'il y aura un nouvel ordre international. Je crois que ça va se régler très facilement. Il y a eu déjà 2 rounds de discussion entre la Russie et l'Ukraine. Et je crois que dans un mois maximum, l'Ukraine va signer un traité avec la Russie où elle va s'engager à ce que ce soit un pays neutre, démilitarisé, comme l'Autriche. Maintenant, par rapport à l'Algérie. L'Algérie peut profiter, je dis bien profiter économiquement de la situation actuelle en tant que fournisseur de gaz à l'Europe. Il faut rappeler qu'il y a 2 grands fournisseurs de gaz en Europe. Il y a d'une part à l'est la Russie et au sud l'Algérie et bien sûr il y a la Libye et le Qatar. Mais ceux qui ont des gazoducs directs à destination de l'Europe, c'est la Russie et l'Algérie. L'Algérie aurait dû, je crois, penser d'une part à ses intérêts énergétiques, mais aussi à respecter la légalité internationale. Quand j'ai appris que le ministre des Affaires étrangères, M. Ramtan Lamamra, avait donné une consigne à notre ambassadeur à l'ONU pour s'abstenir de condamner l'invasion ukrainienne par la Russie, j'ai été consterné. Pourquoi consterné? Regardez ce qu'a fait le Maroc. Le Maroc est très malin. Le Maroc, pour ne pas être en porte-à-faux avec ses partenaires occidentaux, n'a même pas été présent lors du vote. C'est-à-dire qu'il a préféré rester à la maison, ni voter pour, ni voter contre, ni même s'abstenir. L'Algérie s'est abstenue et je crois que c'est une erreur diplomatique énorme, surtout au sujet du dossier épineux du Sahara occidental. Je vous rappelle que depuis 1975, c'est-à-dire depuis 47 ans, l'Algérie défend le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui au nom du respect des frontières héritées de 1945 et des frontières héritées de la décolonisation, c'est-à-dire au nom du respect de la légalité internationale. Donc le fait que l'Algérie se soit abstenue à l'ONU, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est en train de légitimer l'invasion du Sahara occidental par le Maroc. Donc demain, quand l'Algérie va demander à l'ONU d'intervenir pour que les droits du peuple sahraoui soient respectés, l'ONU va dire à l'Algérie
Mais, ma chère Algérie, vous vous êtes abstenu lorsqu'il s'était agi de ne pas condamner l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc, on va être dans une situation extrêmement défavorable. Donc, je reviens à l'aspect énergétique, si vous le permettez. Je crois qu'aujourd'hui, l'Algérie peut vendre énormément de gaz à l'Europe avec l'embargo qui est en train de se profiler eu égard au gaz russe en Europe. Qu'est-ce que ça veut dire vendre énormément de gaz? Nous avons un gazoduc qui va vers l'Europe en passant par qui va en Europe, qui passe par le Maroc, donc sous la terre et au niveau de la Méditerranée. Le 24 août dernier, la diplomatie algérienne a dit qu'elle mettait fin à ce gazoduc-là. Mais aujourd'hui, oui, avec un prix du gaz qui a été multiplié par 6 en un an, je répète, le prix du gaz a été multiplié par 6 en un an. C'est l'occasion pour l'Algérie de remplir les caisses vides du pays. Mais pour cela, il faut pratiquer ce que disait Napoléon en 1800, c'est-à-dire chaque pays doit avoir la politique de sa géographie. C'est-à-dire qu'on doit d'abord et avant tout défendre nos intérêts, l'intérêt de l'Algérie et l'intérêt du peuple algérien. Ce qui veut dire... Et pourquoi l'Algérie ne le fait pas, justement, Rachid Nikez? Il est où le problème? Pourquoi l'Algérie ne fait pas ça, justement? Parce qu'on a eu une polémique au cours de la semaine, je ne sais pas si vous avez suivi ça ou pas, avec les déclarations du PDG de Sonatrach, l'article qui a été retiré tout de suite de Liberté qui se retrouve en justice à cause de tout ça, mais parce que l'Algérie ne veut pas, parce que l'Algérie ne peut pas, parce que l'Algérie ne veut pas dire au monde que je suis avec la Russie. Il est où le problème? Je vais vous dire ce qui se passe. C'est que la déclaration du directeur général de la Sonatrach a été de dire que l'Algérie peut vendre 2 à 3 milliards de mètres cubes supplémentaires en utilisant le gazoduc Transmed qui va de l'Algérie vers l'Italie. Mais moi, je ne parle pas de ce gazoduc-là. 2 à 3 milliards, c'est peu par rapport aux 7 milliards jusqu'à 10 milliards qu'on peut transporter par le gazoduc Maghreb qui passe par le Maroc. Moi, je parle de cela. Avec un prix du gaz qui a été multiplié par 6, imaginez combien d'argent l'Algérie peut gagner si elle met son honneur de côté et qu'elle accepte de réouvrir le gazoduc qui passe de Hassirmel en Algérie jusqu'en Europe en passant par le Maroc. Moi, je suis pour défendre d'abord et avant tout les intérêts politiques, diplomatiques et économiques de mon pays. Moi, je veux que l'Algérie puisse acheter des sachets de lait sans faire la queue, que l'Algérie puisse avoir un prix de la patate à 25 dinars et que l'Algérie puisse acheter des bidons d'huile sans faire la queue non plus. Mais pour cela, notre gouvernement, notre président, notre peuple doit cesser de mettre des considérations d'honneur dans des intérêts économiques qui doivent être prioritaires. Merci. Donc je suis favorable à ce qu'on discute autour d'une table entre l'Algérie et le Maroc, qu'on mette de côté tous nos différends et qu'on réouvre le gazoduc de façon à améliorer la situation économique et sociale de notre peuple algérien. Nous ne pouvons pas nous payer le luxe de mettre l'honneur avant nos intérêts économiques et c'est la raison pour laquelle je suis favorable à ce qu'on rétablisse les relations diplomatiques avec le Maroc. Je suis favorable à ce qu'on réouvre le gazoduc avec le Maroc et surtout, je suis favorable à ce qu'on trouve une solution à l'intérieur de notre pays pour que les 331 Algériens qui se trouvent aujourd'hui en prison soient libérés. Nous allons y revenir, Rachid Nikez. Nous allons y revenir justement à cette question. Rachid Ouaissa, parlons un peu justement de cet impact économique qui est énorme sur les pays de l'Afrique du Nord. Qu'en est-il de l'impact peut-être géostratégique aussi, j'ose dire, politique? Nombreux, si on cite quelques Algériens sur les réseaux sociaux, Rachid Ouaissa, ils sont nombreux les Algériens justement qui ne comprennent pas et même qui partent même à dire que il y a même peut-être quelques figures de l'élite des aides aussi qui tiennent un discours indifférent vis-à-vis de cette guerre. Je ne sais pas, que pensez-vous par exemple de ces Algériens qui disent cette guerre n'est pas la nôtre, on n'en a rien à cirer, ce qui nous intéresse c'est le prix de la patate, c'est l'allocation du chômage. Ils ont tout à fait raison, ils ont tout à fait raison, mais je reviens à ce que Rachid Nekez vient de dire. C'est vrai que d'abord juste quelques petites précisions à mon sens qu'il faut préciser, parce que le gaz se vend pas dans une bourse comme le pétrole. Il y a des contrats quand même à long terme
qu'il faut renégocier à chaque fois le prix. C'est-à-dire, si le prix du gaz monte, c'est pas automatiquement que les contrats qui sont des contrats à long terme pour le gaz. Est-ce que l'Algérie aujourd'hui est tenue justement par ces contrats, M. Aïssa? Et effectivement, il y a des contrats à long terme, par exemple avec l'Italie, il y a des contrats à long terme. Oui. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas renégocier le prix, mais c'est vrai que de toute façon, les prix ne vont pas retomber. Ça, c'est clair. Et à mon sens, je reviens juste au point de Rachid Nekez par rapport à la position de l'Algérie, de l'Algérie aux Nations Unies. Moi, je pense que M. Nekez, effectivement, c'est une position de peur, c'est une position c'est-à-dire, moi j'aurais préféré qu'il se positionne parce que quand on dit il y a un nouveau enjeu géostratégique international, c'est le moment de se repositionner. Et je pense que c'était l'occasion à jamais de dire voilà, on est des livreurs fiables pour l'Europe. Il faut, quand les Européens se sont réunis avec l'échéance que Poutine va couper le gaz, ils n'ont pas cité l'Algérie parmi les livreurs. Ils ont contacté même un pays qui n'a pas beaucoup de gaz, qui est l'Égypte, mais pas l'Algérie. C'est intéressant parce qu'ils n'ont pas confiance en Algérie. Et ça, c'est très grave, en fait. C'est très grave, non seulement pour la question du Sahara occidental et tout ça, ça aurait été intéressant que l'Algérie se positionne, non seulement en question de droit international et tout ça, un pays a bombardé un autre, il est en train de récupérer un autre, mais géopolitiquement, géostratégiquement. Mais ce qui fait peur à l'Algérie, c'est la démocratie. Comme pour Poutine d'ailleurs. Oui, il y a l'OTAN qui lui met à... C'est vrai qu'il y a l'OTAN qui veut c'est-à-dire avancer sa zone d'influence, mais c'est la démocratie qui fait peur à Poutine aussi, et que c'est la démocratie qui fait peur à l'Algérie. Parce que avoir un pays comme la Russie comme partenaire, qui ne demandera jamais de mettre la démocratie, mais les Européens osent parfois de le demander. Ils ne font pas d'une manière rigoureuse, j'allais dire, mais ils le font parfois. Et c'est ce qui fait peur. C'est-à-dire, l'Algérie aurait pu profiter plus économiquement d'être un partenaire fiable à l'Europe, ainsi de suite. Les firmes qui vont quitter la Russie, pourquoi elles ne vont pas venir en Afrique du Nord? Pourquoi? Voilà, s'il y avait un système stable, un régime fiable aux contrats internationaux et un régime qui veut se démocratiser. Et pourquoi ne pas aussi... Donc, sans légitimité politique, l'Algérie ne pourrait pas du tout profiter de tout ça. Exactement. Et moi, je suis contre, enfin, je suis d'un autre avis de ce que M. Nekez vient de dire. Moi, je pense, c'est vrai que la Russie est un grand pays, mais moi, c'est ce que je me suis demandé. Je pense que c'est la fin de Poutine. C'est pas la fin de la Russie, mais c'est la fin de Poutine. Il s'est manœuvré dans un calcul où il ne sortira pas. D'ailleurs, je me suis dit... c'est très bien ce que vous dites. Il a une organisation secrète, l'une des plus fortes du monde, qui est le KGB. Il devait savoir... Ils devaient savoir que les Ukrainiens ne vont pas l'accueillir à bras ouverts. Mais ils ne l'ont pas fait. Donc, je me demande, est-ce que le KGB lui-même a offert leur président à se casser le nez en Ukraine et voilà, maintenant que... Rachid Aïssa, justement par rapport à ce que vous dites, est-ce qu'on a le droit, j'allais dire, de soutenir le peuple russe ou pas? Est-ce que le peuple russe a choisi cette guerre? Justement, le peuple russe n'a pas choisi cette guerre. De ce que j'ai des échos, de ce qu'on voit, le peuple russe, les jeunes soldats russes sont en Ukraine, ils veulent même pas, avec leurs canons, ils veulent même pas entamer vraiment cette guerre. Et je pense, je pense, c'est un système Poutine qui est en train de tenir à sa fin. L'Algérie aurait pu prendre position clairement, mais les répercussions politiques, ils ont peur à partir du moment où il est trop près de l'Europe, un jour ou un autre, ils vont demander la démocratisation. La démocratie. Ouais. Restez avec nous, Monsieur Ouaïssa. Athman Mazid, une polémique qui bat un peu son plein en ce moment sur les réseaux sociaux surtout, et même à haut niveau intellectuel dans différents pays, et en Afrique, le Moyen-Orient, le Maghreb,
concernant cette manière un peu sélective d'être solidaire, ou alors ce deux poids, deux mesures que pratique l'Occident à grande pompe en ce moment. Je vous lis par exemple ici un statut de notre ami Hassan Loussif. Hassan Loussif qui dit quelques jours de guerre en Ukraine ont suffi pour que l'Occident inflige un arsenal de sanctions à Poutine. Depuis 74 ans, Israël mène une guerre d'effacement de la Palestine, de l'histoire en toute impunité. Est-ce une révélation géopolitique de cette guerre, M. Mazid? Non, en fait, ce qui s'est passé, la volonté de Poutine, bon, on résume. Moi, j'aime pas beaucoup ce vocabulaire parce que Poutine, on voudrait résumer la position de la Russie à Poutine, hein, personnaliser des positions politiques. Je ne pense pas que Poutine ait décidé tout seul en se levant un matin d'aller se mettre l'Ukraine, attaquer l'Ukraine. Tout comme les États-Unis ont une stratégie depuis plus d'une trentaine d'années. Depuis la chute du bloc soviétique, ils sont en train d'avancer l'OTAN. D'ailleurs, c'est vraiment ce qu'on constate, c'est vraiment la futilité, la fatuité de l'OTAN qui ne sert à rien, qui a poussé à générer un conflit en Europe de l'Est dans lequel elle refuse de s'impliquer maintenant que ça devient sérieux. Elle l'a avancé, elle a poussé par un coup d'État. Il ne faut pas oublier non plus que l'Ukraine, n'oublions jamais que l'Ukraine a monsieur le premier Poroshenko, je ne sais plus comment il s'appelle, j'ai perdu son nom, ça reviendra tout à l'heure, mais le président qui est arrivé au pouvoir après 2014, en 2014, à la suite d'un coup d'État qui a renversé un président qui allait qui avait été élu démocratiquement, qui était reconnu par la communauté internationale, il a été renversé à 1 an de la fin de son mandat. On ne l'a même pas laissé aller jusqu'à la fin de son mandat. Il a été renversé par un coup d'État qui a été piloté. Maintenant, tout le monde le sait, personne ne peut le nier. Il a été piloté par les CIA. Ce président qui est arrivé en 2014, il a des gamelles comme c'est pas possible. Il a été nommé dans les Panama Papers. Ensuite, Monsieur Zelensky, qui est actuellement le président de l'Ukraine, il est nommé dans les Pandora Papers. Donc, on a toute une flopée de personnel politique très douteux qui ont poussé au pourrissement de la situation, qui ont voulu amener l'OTAN aux portes de la Russie, alors que le Cuba est sous embargo depuis 1962, depuis l'histoire de la baie des cochons. Donc, alors que l'URSS voulait exactement la même chose. C'est exactement la même chose. De Petro Poroshenko. Poroshenko, oui, il était nommé dans les Panama Papers et Zelensky est nommé et cité dans les Pandora Papers. Donc voilà le type de personnel. 2 présidents qui succèdent, il y en a un qui est dans les Panama Papers et un autre qui est dans les Pandora Papers. Comment voulez-vous que des gens comme ça, on puisse dire qu'ils prennent des décisions en toute intégrité, dans l'intérêt de leur peuple? Ils sont avec des groupes néo-nazis et l'OTAN qui combat partout le terrorisme, qui nous dit qu'il y a des islamistes un peu partout, qui les alimente par Qatar, les Émirats et l'Arabie Saoudite qui financent des groupes terroristes un peu partout dans le monde, et pour servir de prétexte à l'OTAN aller intervenir en Irak, en Syrie, en Libye, un peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, on a l'Ukraine à la tête de l'État, on a des groupes qui sont notoirement néo-nazis, que tout le monde reconnaît comme étant des groupes néo-nazis, et auxquels on va donner des armes à des civils dont on connaît ni l'orientation, qui ne sont pas des professionnels, ce ne sont pas des militaires. On va armer des civils qui sont notoirement néo-nazis. Qu'est-ce que vous voulez? On crée aujourd'hui en Ukraine
les sources, les origines, la graine du terrorisme néo-nazi de demain. En armant des citoyens, des civils, sans aucun contrôle, c'est l'avenir, c'est demain, c'est le terrorisme de demain qu'on est en train de créer aujourd'hui. Oui, mais Monsieur Mazit, vous avez écrit sur votre espace Facebook, je vous cite, la France impérialiste et la Russie discutent de l'Ukraine. L'Afrique sera-t-elle la variable d'ajustement de ces tractations? Oui. Pourquoi parlez-vous de tractations? Nous assistons bien à une guerre. Oui, nous avons assisté à une guerre, mais je ne sais pas si ça s'est passé comme ça, comme une information, une petite information que personne n'a voulu relayer, mais la rencontre de M. Poutine avec M. Macron le jour où il l'a mis pendant 5 heures à l'autre bout du monde, à l'autre bout de la table, en lui disant « Toi, tu restes là-bas ». Et ce jour-là, Poutine, il a déclaré, il a dit qu'ils avaient parlé du Mali avec Macron. Donc Macron, qui est allé faire la paix sur l'Ukraine, a parlé du Mali. Donc je ne sais pas ce que le Mali vient faire dans les recherches de paix que M. Macron a tenté en se réunissant avec Poutine. Que vient faire le Mali dans cette histoire de guerre en Ukraine? C'est pas anodin. Voilà, c'est pas anodin du tout. Donc il y a des enjeux, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des enjeux géostratégiques et ces grands blocs ne font pas la guerre chez eux. Ils ne font jamais la guerre chez eux. Ils règlent ça chez les autres en créant des conflits comme en Libye, comme en Irak, comme ailleurs. C'est toujours des guerres qui sont sur des territoires qui ne leur appartiennent pas. Et ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine et un peu partout dans le monde, on sait très bien que l'Afrique, c'est le continent du 21e siècle. C'est là que tout va se jouer. C'est en Afrique que tout va se jouer pour le 21e siècle. Merci. Rachid Nekez, vous ne voulez pas donc admettre que le problème en Algérie, c'est politique, c'est un problème de légitimité politique. C'est que ce pouvoir ne représente pas vraiment son peuple. C'est pour ça peut-être qu'il a même honte de prendre une décision ou du moins de la dire publiquement. Malheureusement, oui, tout à fait. Mais il ne faut pas oublier que 95% de l'armement algérien vient de Russie. Donc l'Algérie a peur des sanctions militaires de la Russie qui ne livrerait plus des armes à l'Algérie. Mais ça va même au-delà. Vous savez qu'il y a plus de 10 000 Algériens bloqués, piégés par les bombes russes en Ukraine. Et notre ministre des Affaires étrangères n'a pas voulu les rapatrier. Il a fallu. Et ces Algériens, M. Nekez, ne voulaient pas revenir en Algérie. Ça, c'est un autre problème aussi. Parce que nous avons écouté l'ambassadeur de l'Algérie en Roumanie. C'est lui qui a tenu ses propos justement au micro de l'ENTV. Et il a déclaré publiquement que pourquoi il n'y a que 76 Algériens qui sont revenus, parce que les autres ne veulent pas retourner en Algérie. Ils préfèrent repartir justement dans des pays européens. Monsieur Hossein Ghasmi, est-ce que vous êtes sérieux quand vous donnez du crédit à un monsieur qui veut justifier... Moi, je pose des questions, Rachid Nekez. Oui, je vais vous répondre. Monsieur Lamamra, qui s'est endormi, je dis bien qu'il s'est endormi, en pleine conférence de presse, de son patron, le chef de l'État Abdelmajid Tebboune, à Doha au Qatar. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a menti au peuple algérien en disant qu'il avait mis à disposition des 10 000 familles, des étudiantes et des étudiants piégés par les bombes russes, un numéro vert qui commence par 021 50 45 00. Ce n'est pas un numéro vert. Il a confondu le numéro du standard du ministère avec un numéro vert qui est constitué de 4 chiffres. Donc M. Lamamra a menti. Et je l'ai dit publiquement à partir de l'Algérie pour dire que ce monsieur a menti aux Algériens. Et il a fallu que je porte plainte, je dis bien je porte plainte à Alger, grâce à notre avocat, Maître Yassine Khelifi, pour que M. Lamamra se décide à envoyer un avion Air Algérie en Algérie. C'est parce que je lui ai mis une pression extraordinaire. Et vous savez, quand vous voyez un ministre des Affaires étrangères qui est ministre de la communauté nationale à l'étranger, qui abandonne 10 000 Algériens qui sont piégés dans les
par les bombes russes. Et vous avez vu que nous avons un citoyen algérien qui s'appelle Mohamed Talbi, un étudiant, qui est mort à Kharkiv. Il est mort. Il est mort parce que des Russes l'ont tué. Mais M. Lamamra préfère dormir à Doha, en pleine conférence de presse du président de la République, plutôt que faire son travail pour lequel il est payé. M. Lamamra est payé par le peuple algérien pour défendre tous les Algériens à l'étranger, surtout quand ils sont piégés par les bombes russes. Et ça, c'est inacceptable. Ce monsieur qui n'a même pas eu le NIF pour démissionner, il doit être congédié. Et c'est pour ça qu'on a porté plainte à Alger contre ce monsieur qui déshonore l'Algérie, qui déshonore le peuple algérien et qui déshonore le chef de l'État. Donc c'est pourquoi il est important aujourd'hui d'appeler un chat un chat. Ce monsieur Lamamra, qui a 40 ans d'expérience diplomatique, vient donc pour vous, Rachid Denkaz, excusez-moi, mais bon, j'entends très bien ce que vous dites, mais on a l'impression que le problème de l'Algérie, c'est Lamamra, c'est pas le régime. Vous venez juste de dire que aujourd'hui, Tebboune... Monsieur Hussein Gasbi, vous êtes journaliste à Al-Maghribiya. Si vous faites une erreur, est-ce qu'on va dire que c'est Al-Maghribiya qui a fait l'erreur? Non, on va dire c'est Monsieur Hussein Gasbi, qui est journaliste de le rétroactualité de la semaine, qui est responsable de son erreur. Et bien c'est pareil dans un gouvernement. Nous savons qu'on a un problème général de dictature en Algérie, et vous savez que j'ai publié un livre qui s'appelle « Mon combat contre la dictature ». Mais là, je ne parle pas de la dictature, je parle de l'incompétence de M. Lamamra, je parle de la négligence de M. Lamamra, et je parle de la faute morale de M. Lamamra qui a abandonné 10 000 citoyens algériens, des femmes et des hommes qui sont piégés par les bombes russes, et on a déjà un Algérien qui est mort. Donc comment cet ambassadeur qui est en Roumanie peut-il parler d'un pays où il n'est pas ambassadeur? Moi, je voudrais. Est-ce que vous pensez sérieusement, Rachid Denkaz, que Ramtan Lamamra ou un autre ministre, quiconque connaît l'Algérie, a vraiment ce choix ou alors ce pouvoir justement de dire ce qu'il veut aujourd'hui en Algérie, ou faire ce qu'il peut sans passer par Tebboune, par les généraux, par tout le système? Monsieur Hussein Gasbi, les généraux, oui, contrôlent les frontières de l'Algérie. Oui, ils contrôlent le gouvernement algérien. Oui, ils contrôlent la police. Et là, je vous parle d'une cause humanitaire. Monsieur Lamamra est ministre de la communauté nationale à l'étranger, c'est-à-dire de la diaspora. Donc, c'est son devoir d'envoyer des avions Air Algérie en Ukraine pour sauver nos enfants, nos fils. Si monsieur Lamamra avait sa fille en Ukraine, vous croyez qu'il aurait attendu les lives de Rachid Denkaz pour envoyer un avion algérien? Bien sûr que non, il l'aurait envoyé immédiatement. Mais ce monsieur n'a aucune humanité, ce monsieur n'a aucune fibre patriotique, ce monsieur n'a aucune fibre nationaliste. Et c'est la raison pour laquelle il abandonne le peuple algérien, les 10 000 citoyens algériens piégés dans les bombes russes. Et quand quelqu'un fait une erreur, il faut le dénoncer et il faut porter plainte contre lui. Et vous savez que je ne suis pas le genre de personne qui a peur. Je suis en Algérie et je dénonce les agissements honteux de M. Lamamra, qui s'est endormi en pleine conférence de presse du président, qui a menti au peuple algérien en disant qu'il avait mis un numéro vert à destination des familles algériennes ici à Alger, et qui, en plus de ça, n'a même pas eu la décence d'envoyer des avions de notre pays pour rapatrier nos frères et nos sœurs, comme l'ont fait le Maroc, comme l'ont fait la Tunisie, comme l'ont fait l'Égypte. C'est une honte condamnable, dénonçable, et il doit être jugé pour cette erreur. Et c'est pourquoi nous avons porté plainte pour homicide involontaire, pour non-assistance à personne en danger et pour diffusion de fausses informations. Il doit. Merci Rachid Denkaz. Restez avec nous, Rachid Denkaz. On passe donc au sujet suivant. Abdelmajid Tebboune, qui a installé une inspection générale de la présidence de la République dont les prérogatives s'étendent donc à tous les secteurs, à l'exception de la défense nationale et les activités juridictionnelles, a indiqué un communiqué donc de la présidence. Beaucoup de questions, de commentaires ont circulé à propos de cette commission.
Rachid Ouaissa, je ne sais pas quelle est votre lecture à cette, enfin, l'installation de cette inspection. Est-ce que les services de la présidence habituels, qui sont nombreux d'ailleurs, sont à ce point débordés de travail? Non, je pense qu'il y a une sécurisation des thématiques quotidiennes des Algériens. Il y a une sécurisation, il y a d'ailleurs, c'est un phénomène, c'est un processus qui a commencé depuis les feux de Kabylie et puis le Covid et puis le problème avec le Maroc. Il y a quotidiennement, il y a un processus qu'on déclare tout fait en fait qui est de la politique quotidienne comme un problème sécuritaire. Donc, en fait, c'est aussi une manière, et là, je rejoins Monsieur Lequez, c'est une manière aussi parce que c'est qu'on a des ministères incompétents, en fait. On a des ministères incompétents qui n'arrivent pas à gérer les simples problèmes qu'un ministre doit gérer. Et là, il nous crée une autre instance. Donc, c'est la manière en fait, indirectement, de revenir à un phénomène qui est sous Tebboune très phénoménal. C'est que le Conseil de sécurité en Algérie, qui généralement se réunit quand et c'est urgence, qui est en train de faire de la politique quotidienne à travers justement, pas les ministères, mais des commissions comme celle qui vient de créer. Rappelons à M. Ouaissa qu'il est juste consultatif, ce Conseil, à la base. Oui. À la base, mais ça dépolitise. Oui. Ça enlève c'est-à-dire le portefeuille des ministres qui sont juste là c'est-à-dire pourquoi créer une commission qui va il y a des ministres qui travaillent sur toutes les questions. Et pourquoi l'exception de la défense justement et de la justice? Est-ce qu'on voudrait limiter un peu les pouvoirs de Tebboune? Enfin, c'est l'on a. C'est l'on a. Le phénomène, comme j'ai dit, qu'on a vu sous Tebboune, c'est que le Conseil de sécurité se réunit trop tôt, trop souvent, et qui prend des décisions sur toutes les questions. C'est-à-dire, et ça c'est phénoménal. C'est-à-dire, on a vu sur Bouteflika par exemple, Bouteflika qui, pour associer l'armée, il nomme quelqu'un, un général qui est dans la présidence, donc ce militaire représente l'armée. Certains, Rachid, on n'entend pas Rachid Ouaissa, je pense qu'il y a un problème technique. Monsieur Ouaissa? Oui, je suis là. Ah, d'accord. Mais pourquoi certains justement diraient qu'il y a des inspections qui sont établies ou installées au sein du Parlement, au sein du Sénat? Pourquoi ils n'ont plus de place, plus de reconnaissance, plus de légitimité? Est-ce que ce pouvoir n'existe donc plus aux yeux de ces décideurs eux-mêmes? Oui, c'est une manière de dépolitiser, c'est-à-dire c'est une manière d'enlever les compétences pour les ministres nommés, pour le Parlement, ainsi de suite. Voilà, oui. Donc on est en train de créer quelque chose de parallèle. Des structures parallèles. Donc on revient en fait au même jeu qu'avant. Oui. Restez avec nous, Rachid Ouaissa. Mazid, nous sommes donc dans l'économie parallèle, nous sommes dans le politique parallèle et maintenant nous sommes dans la décision parallèle. Où va l'Algérie, j'allais dire. Et peut-être la question qui a été aussi très posée cette semaine, c'est pourquoi exclure la défense de cette inspection? Est-ce un message envoyé par qui? Envoyé à qui? Tout d'abord, il faudrait se poser la question des prérogatives de cette commission. Oui. À quoi va-t-elle servir? Est-ce que c'est juste pour dire, comme le répète si souvent M. Tebboune, qui trouve toujours des
des boucs émissaires, des coupables ailleurs que dans son incompétence et de ceux qui l'administrent, les ministres qui sont sous sa responsabilité. Oui. Toujours à dire que al-bureaucratia, al-ayadi al-kharijia, etc. Donc on crée encore une autre strate administrative pour essayer encore de réunir autour de ce pouvoir, essayer de réunir encore ceux qui pourraient rester actuellement à la marge du pouvoir et qui malheureusement ne participent pas au repas à la gamelle, qui n'ont pas le museau dans la gamelle. Donc on crée des strates, essayer de récupérer ce qui peut rester encore des anciens de ce qui restait du pouvoir précédent. Quant à l'administration militaire, si on veut vraiment regarder, moi je reviendrai juste sur la décision qui a été faite de l'Algérie, l'abstention de l'Algérie. Si l'Algérie s'est abstenue, c'est parce qu'elle est divisée. Elle ne sait pas, c'est qu'elle ne peut pas prendre de décision. Nous avons à la tête de l'État un conglomérat de clans qui s'entre-déchirent, qui se déchirent. Certains sont affiliés par corruption. Même à l'international, Monsieur Mazit, même quand il s'agit d'une affaire comme ça à l'extérieur? Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. La corruption, c'est un danger. La corruption, on pense que c'est simplement une affaire économique. C'est une affaire stratégique. La corruption, elle est entretenue par des rétrocommissions qui sont dans des contrats, dans la signature des contrats internationaux. Il y a la corruption en interne, les petits compromis, les pots de vin, les dessous de table, etc. Oui. En Algérie, mais il y a les plus gros, le danger pour l'Algérie, c'est la corruption qui est générée par les responsables qui signent les contrats à l'international. Donc, par exemple, les plus gros contrats qui ont été négociés en Algérie, en dehors du pétrole, c'est le bâtiment. L'armement. Et quand on parle du bâtiment, on pense à quelqu'un. Et l'armement aussi. Donc, pardon ? Et l'armement aussi, les commissions. Oui, je disais, en dehors du militaire, on pense au bâtiment. Voilà. Le militaire tout d'abord, le pétrolier, et bien sûr le bâtiment. Donc on pense tout de suite à quelqu'un. Quand on parle du bâtiment, on pense à quelqu'un. Cette corruption, elle permet d'accéder à des postes. Elle permet c'est les outils. On sait très bien maintenant aujourd'hui que pour être député, il faut payer. On paye pour être député. Donc on paye pour être ministre. On paye pour accéder, sénateur. Pour passer de général à général-major, pour passer de lieutenant à capitaine. Donc tout ça, toute cette corruption, elle fait émerger, elle fait remonter à la tête de l'État les plus corrompus. Et les services étrangers, les États, les puissances étrangères savent pertinemment qui a fait quoi et comment tenir, qui on peut tenir et comment l'actionner et comment le désactiver. Donc, et nous, à la tête de l'armée, malheureusement, il faut le dire, il faut le dénoncer, nous avons à la tête de l'institution militaire des gens qui ont beaucoup à perdre. Donc il y a des gens qui sont affiliés, qui sont tenus par les Américains, il y a des gens qui sont tenus par les Russes, il y a des gens qui sont tenus par les Français, il y a des gens qui sont tenus par les Turcs, et tous ces gens-là, aucun de ces gens-là ne peut prendre la décision au nom de l'Algérie. Il y a des dissensions. Et pourtant, Monsieur Mazit, dans l'Algérie nouvelle, justement, Tebboune nous parle de l'Algérie nouvelle à chaque fois. Il dit que c'est un peu le pilier de l'Algérie nouvelle, justement, c'est qu'il en a fini avec la corruption. Donc c'est du pépo, c'est ça? Écoutez, moi je m'avancerai pas. Moi, je laisse plutôt la réalité s'imposer comme elle est. Qu'est-ce qui a changé depuis 1962, en dehors de que la corruption s'est de plus en plus installée? En quoi elle a disparu? Est-ce que c'est les quelques personnes, les quelques responsables politiques qui ont été sacrifiés, qui ont été mis certains en prison et d'autres qui ont fui, qui font que la corruption a disparu en Algérie? Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Quand on voit l'état de la justice, la mise au
au rang. Voilà, les juges sont le doigt sur la couture à condamner. D'ailleurs, je profite de l'occasion parce que on commémore le 3e anniversaire et on parle des détenus politiques. Il faut savoir que ces détenus politiques n'ont rien à se reprocher. Ils sont victimes d'une Nous allons y revenir. Nous allons y revenir. Qui ne respecte pas la loi. Monsieur Mazit, nous allons y revenir justement à ce sujet. C'est le 3e sujet. Je donne la parole à Rachid Nekez. Nekez, Tebboune est encore revenu donc cette semaine lors du dernier Conseil des ministres à son sport un peu préféré, j'allais dire, à savoir celui des promesses. Nous avons eu donc droit à une promesse pour un train TGV sud-nord, un grand hôpital moderne, qataro-allemand. Et bien sûr, elle a affirmé que l'année 2022 sera celle de la relance économique dans une Algérie nouvelle, a-t-il dit. Les hommes, les femmes, les fans, la clientèle, l'entourage de Tebboune le présentent comme l'homme de la véritable rupture avec un système prédateur. Donc, beaucoup diraient pourquoi ne pas lui accorder ce temps qu'il faut pour aller sur le terrain de la concrétisation. Après tout, il n'est là que depuis à peine 3 ans. Qu'en pensez-vous? Vous savez, Monsieur Hossein Gasmi, les promesses n'engagent que ceux et celles qui y croient. Quand je suis sorti de prison le 19 février 2021, j'ai dit qu'il fallait laisser le président de la République, Abdelmajid Tebboune, finir son mandat et essayer de négocier avec lui un gouvernement de transition. À l'époque, personne n'a voulu, tellement qu'ils étaient dans l'ivresse du Hirak, personne n'a voulu entendre le discours de la raison. Vous savez, dans mon livre là, qui va sortir dans 3 jours... Pourquoi l'ivresse du Hirak, Rachid Nekez? Je vais vous dire, je vais y arriver. Dans mon livre... Pourquoi pas le bonheur du Hirak? Pardon, excusez-moi, Monsieur Gasmi. Pourquoi vous dites l'ivresse de Hirak et pas le bonheur du Hirak? Non, le bonheur, c'était février 2019. Mais à partir du moment où le Hirak ne veut plus entendre la voix de la raison, à partir du moment où le Hirak ne veut plus entendre l'élite algérienne, l'élite intellectuelle, les hommes de loi, les femmes de loi, qui ont une expérience, une culture politique, philosophique, juridique, historique, cela s'appelle l'ivresse. Mais je vais revenir à votre question. Dans mon livre, je parle de 25 plaintes que j'ai déposées, que mes avocats, Maître Yassine Khlifi et Maître Chouhra Abdelkader Yateoum Sahab. Aujourd'hui, on en est à 28 plaintes. 25 lettres recommandées. 25, regardez. Tebboune 1. Président Tebboune 2. Président Tebboune 3. Là, on en est à son directeur de cabinet. Donc, son conseiller judiciaire, Bou'lam Bou'lam. Son directeur de cabinet, comment s'appelle-t-il? Il y en a beaucoup. Attendez. Voilà, Abdelaziz Khalil. Monsieur Lamamra. Vous savez, Monsieur Lamamra qui ne défend pas les 10 000 Algériens qui sont en Ukraine. Lamamra. Vous avez mis la justice, Tabbi. Vous avez Farid Zindine Benchir, DGSN. Vous avez la drague, etc. Il y en a plein. Vous savez, il y en a plein. J'en ai 25 lettres recommandées avec accusé-réception. Donc, l'inspection qu'il a décidé de mettre en place, c'est très bien. Il faut déjà qu'il commence par répondre au courrier que lui reçoit, que ses conseillers reçoivent, que ses différents ministres reçoivent. L'Algérie, c'est une extraordinaire pièce de théâtre. Et pour justement dénoncer cette pièce de théâtre, moi j'ai des preuves. 25 lettres recommandées, 28 plaintes aux tribunaux algériens, à Alger, à Oran, à Tlemcen, à Ndefla, à Achlef, à Béjaïa, partout en Algérie. Vous savez, moi je ne parle pas dans le vide, je parle avec du concret et je parle à partir de mon pays. Il y a un dysfonctionnement à tous les niveaux de l'État, depuis la présidence de la République jusqu'à la petite Baladia et à 1541 petites communes en Algérie. Vous savez, ça c'est le diagnostic, mais tout le monde le connaît ce diagnostic. C'est la raison pour laquelle je crois aujourd'hui qu'il est important que l'élite algérienne, qu'elle soit en Algérie ou à l'étranger, cesse de laisser des amateurs, des médiocres, des charlatans, des populistes et des narcissiques occuper le devant de la scène médiatique pour
représenter les aspirations légitimes du peuple algérien pour la mise en place d'un état de droit ou d'une justice sociale. Et c'est pourquoi je renouvelle ma proposition que ce soit d'abord et avant tout des femmes et des hommes de loi qui soient les véritables représentants de notre peuple qui est complètement abandonné aujourd'hui et qui a connu de très beaux moments en février 2019, mais qui aujourd'hui, par sa médiocrité, par la médiocrité de ses représentants, par le narcissisme de ses représentants, par la radicalité de ses représentants, a fait qu'aujourd'hui, il y a 331 détenus politiques dans les prisons algériennes. Et pour les promesses, Rachid Nekaz, pour les promesses de Boun, justement, tous ces grands projets dont il nous parle depuis longtemps. D'ailleurs, Bouteflika, il a parlé presque des mêmes projets, Slel ou Yahya. On va regarder cette vidéo et je reviens vers vous. Rachid Ouissa, rapidement sur ce sujet des promesses. Est-ce un sport tébounien? Est-ce un mensonge d'État? Comment le qualifier? C'est sûr qu'un président qui a voulu s'élire, il y avait quand même une certaine... il avait des concurrents, donc il fallait, bien que... Il fallait mentir le plus pour être élu, pour être nommé, j'allais dire. C'est pas le mot du tout. Ah ouais, désigné. Et oui, oui, on a les camarades viennent de le dire, les deux, on a pour la première fois, moi j'allais dire pour la première fois dans l'histoire, parce qu'avec toute la dictature qui a existé depuis 62, toute la corruption qui a existé depuis 62, rien, on n'a jamais eu de démocratie, avec peut-être quelques petits moments de l'histoire, mais on a un régime médiocre. On a des ministres médiocres, une administration médiocre, mais ça atteint vraiment le fond. Ça atteint vraiment le fond, donc ça m'étonne pas du tout. Un Bouteflika, on le qualifie comme ça, mais il savait faire de la politique. Au moins, mais là, on a vraiment des ministres, avoir des ministres parler, le ministre c'est pas la peine d'en citer déjà, nommément, mais ils savent même pas gérer les problèmes du quotidien. Donc il reste que les promesses. Et voilà, donc on est vraiment loin de la sortie de la crise économique. Et voilà, il y a Ramadan qui arrive, on emprisonne chaque jour et le lendemain il te parle d'une nouvelle Algérie. Et voilà, c'est vraiment dommage que cette Algérie de millions de compétences, comme disait c'est Nekaz, on se retrouve avec des ministres, j'allais dire même analphabètes, quoi. C'est vraiment très grave. La manière voyou dont le discours a chuté, parce que en fait quand le Hirak qui a réussi à décapiter un petit peu le régime Bouteflika, donc toute la classe politique qui était avec lui est délégitimée, donc on est là à chercher au quatrième rang des gens qu'on n'a même pas vu déjà, qui ont en moi appris à faire de la démagogie au temps du parti unique. Même pas ça on l'a pas maintenant. Donc voilà. Est-ce qu'on peut dire, Rachid Ouissa, est-ce qu'on peut dire que le régime, justement, à cause du Hirak, ou grâce au Hirak, peine aujourd'hui à trouver ses têtes, à trouver ces personnes peut-être propres, justement? Il a un problème de renouvellement, effectivement. Même en son sein, il ne trouve pas de réserve de se renouveler.
Et ça, c'est très grave. Du moins, le côté, c'est-à-dire le civil du régime, il n'arrive même pas à se renouveler. Parce que on connaît tous les Uyahia et tout ça, c'est des démagogues, c'est des corrompus, etc., etc. Mais ils avaient un certain charisme politique. Il faut le reconnaître. Ils ont un certain charisme politique qui calme certaines franges de la société algérienne. Et l'aspect que le collègue avait mentionné, cet aspect de la corruption, la corruption a toujours existé, mais ces nouveaux aspects de la corruption qui arrivent jusqu'à la non-souveraineté. Et ça, c'est très grave pour un pays. C'est-à-dire, voler de l'argent pour acheter, pour s'enrichir et tout ça, pour la famille, tout ça, ça, on s'est habitué. Mais là, à se faire acheter de l'extérieur, ça touche la souveraineté du pays, c'est très grave. Restez avec nous, Rachid Ouaissa. Je pense qu'on me dit que Nabila Smaïl est avec nous. Madame Nabila Smaïl, bonsoir. Azoul, marhaba bik. Bonsoir, bonsoir à vos invités, bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous suivent. Madame Nabila Smaïl, le juge d'instruction du tribunal de Sidi Mohamed donc vient d'annuler l'accusation de crime retenue contre les 5 jeunes détenus dans l'affaire du mineur Saïd Chitouane. Il s'agit de Mohamed Tajadid, Souhaib Dbari, Tariq Dbari, Nourdine Khimoud, Malik Riyahi, qui seront donc jugés prochainement au tribunal correctionnel et non criminel. Madame Nabila Smaïl, qu'est-ce que cela veut dire d'abord? Et qu'en dites-vous justement de ces voix qui s'élèvent un peu sur les réseaux sociaux expliquant que cette décision est un signe d'apaisement envoyé par le régime? Je dirais que c'est de la pure naïveté. Parce que, bon, je voudrais ajouter au dossier que vous venez de citer, le dossier de Tajadid et de ses co-détenus, je voudrais ajouter aussi le dossier de Shafiq Mjahed qui vient d'être déqualifié. Shafiq Mjahed qui vient d'être déqualifié aussi d'affaires criminelles à affaires délictuelles. Écoutez, c'est de la pure naïveté parce que Aslan, il fallait pas les poursuivre. Ils n'ont absolument rien à faire en prison. La grande question, oui. Absolument. Donc, écoutez, on va pas considérer que c'est de la charité ou bien qu'on vient de leur faire un cadeau. Attendez, nous, on est en train de demander la libération de tous les détenus d'opinion, que le pouvoir refuse de considérer comme étant des détenus d'opinion, ça c'est d'une. De deux, on est en train d'exiger leur réhabilitation. Parce qu'on ne peut pas jeter en prison des jeunes qui ont été le cœur battant de cette révolution pacifique et puis en surenchère. On donne le maximum et puis quand on voit que c'est trop gros et que ça ne peut pas passer, on essaie de simplifier, de transformer le crime en délit, mais ces gens-là sont en prison depuis plus de 10 mois. Et s'il n'y avait pas eu la grève de la faim, ils n'auraient pas programmé leur dossier, ils auraient été les oubliés de cette justice aux ordres. Donc écoutez, nous qui assistions ces jeunes-là pendant l'instruction, je ne suis pas gênée de dire que les juges d'instruction eux-mêmes étaient coincés devant des dossiers aussi vides. Vraiment coincés. Parce que, vous savez, la qualification, elle vient pratiquement des commissariats et des brigades de gendarmerie. La qualification, le juge ne fait que l'approuver. Parce que en temps normal, il y a un crime qui est commis, il y a la première investigation, les premières procédures qui sont faites par la police judiciaire qui prépare le dossier, qui le donne au procureur, qui qualifie. Or, nous avons assisté à des dossiers où la qualification est partie dans les PV de police et que malheureusement, ni procureur ni juge d'instruction ont osé déqualifier ou ont osé changer, sauf dans des cas vraiment très très rares. Donc écoutez, moi, tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux comme étant un cadeau ou bien un recul, ce n'est pas du tout un recul. Moi, nous exigeons... c'est surtout que... Oui, Madame Nabila Smaïl, c'est surtout que les arrestations cette semaine, ce n'était pas vraiment ce qui manquait, hein. Un peu partout en Algérie d'ailleurs. Alors écoutez, quand on veut
donner un signe de bonne volonté ou quand on est poussé par une volonté de faire mieux ou d'essayer de rattraper ou d'essayer de construire quelque chose ensemble ou d'aller vers un dialogue ou d'ouvrir tous les canaux de dialogue et de propositions politiques. On commence par adopter des mesures de détente et parmi ces mesures de détente, c'est d'abord de libérer et d'arrêter cette répression. Cette semaine, on a enlevé des personnes dans leur village et dans leur maison et qu'on a embarqués et puis ils sont encore en garde à vue comme le cas du militant Tahar Khouas. Donc oui, on ne peut pas se contenter. On ne peut pas se contenter des bribes ou des miettes que nous jette le pouvoir. Le pouvoir, il est complètement dans une faillite de solutions politiques. Il n'a que le moyen de répression pour se maintenir. Il n'a plus de proposition, sachant qu'il n'est pas légitime, sachant qu'il ne peut pas produire de solution, parce que c'est lui le problème. Le seul moyen, vous savez, quand on se réunit entre avocats et entre militants des droits de l'homme et entre militants politiques, on se pose toujours cette fameuse question: que veut le pouvoir à travers l'escalade de la répression et des arrestations? Qu'est-ce qu'il veut? La seule réponse qui revient, c'est qu'il n'a pas d'autre alternative. Il n'a que ça. Il n'a que ça. Vos invités qui m'ont précédé sur le plateau, ils ont bien dit qu'il y a une crise d'hommes. Il y a une crise de légitimité, il y a une crise de clientèle, il y a une crise d'hommes. Autrement, on n'aurait pas reproduit quelqu'un de 92 ans à la tête du Sénat. On n'aurait pas reproduit la Mamala qui, comme avait dit M. Nekez, qui dormait à Doha. Il a fallu que quelqu'un vienne le réveiller. Donc écoutez, il y a un sérieux problème. Il y a un problème de droit, un problème de liberté, un problème de droit qui n'est pas accepté, qui n'est pas respecté par ceux qui ont fait ce droit. Il y a un problème de constitution qui, malgré le fait qu'elle n'ait pas été portée par le peuple, qu'elle soit passée avec un référendum que tout le monde connaît. Tout le monde sait le taux de participation. Mais cette constitution, même si elle n'est pas l'émanation de la volonté populaire, mais cette constitution garantit le droit à la diversité, garantit le droit à l'opposition, protège l'opposition, protège la vie. Ensuite, j'entends M. Tebboune sortir dans une conférence de presse et dire « Démocratie, ou démocratie, c'est pas de l'insulte ». Moi, je lui réponds pour lui dire « Monsieur Tebboune, les 330 détenus qui sont en prison ne vous ont pas insulté. Ils ont exercé. Moi-même, je suis contre l'insulte. Je suis issu d'un parti politique où Hussein Ahmed, Allah yarhamou, a instauré une règle. La règle qui dit l'éthique au cœur du politique. On est là pour proposer, pour nous opposer et pas... Restez avec nous, Madame Nabila Smaïl. Madame Nabila Smaïl, justement, puisque vous parlez de la proposition, justement, on va regarder cette vidéo et je reviens vers vous pour une deuxième question. Il y a même, je ne sais pas, un collectif, des rencontres, les familles. Parce que peut-être Mercour et la famille dans l'information, même la peine va être soulagée. Et si je suis là, c'est pour apporter mon soutien à mon mari, parce que peut-être c'est la seule chose que je peux faire pour lui. Je vais apporter un grand soutien à toutes les familles des détenus. Je lance un appel. La rencontre à j'aurais aimé voir d'autres familles pour me soutenir. Je lance un appel à toutes ces familles, au moins un représentant. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien. C'est pas... Madame Nabila Smaïl, des militants donc politiques et de la société civile, des citoyens ont organisé ce samedi le 5 mars 2022 donc les assises de la proclamation du Front contre la répression et pour les libertés, où le projet de texte relatif à la charte de cette initiative a été lu et débattu ce matin. Je rappelle tout de même que cette initiative intervient dans un moment où
comme vous venez de le souligner, 330 détenus d'opinion sont incarcérés depuis plusieurs mois et surtout dans les différentes prisons du pays. Madame Nabila Smaïl, vous pensez vraiment que le pouvoir en place, surtout après cette fameuse inspection de la répression qui exclut les affaires de la justice et de la défense, allait écouter, prendre en considération les résolutions de la dite réunion? Je n'attends rien du tout du pouvoir à partir du moment où il est dans le déni total. Il refuse d'admettre qu'il y a un peuple, il refuse d'admettre qu'il y a des droits, il refuse d'admettre qu'il a signé des conventions internationales qui respectent les droits civils et politiques. Il refuse d'admettre tout ça, donc je n'attends absolument rien. C'est-à-dire que cette initiative est une initiative qui est née dans le PAD. C'est le PAD qui a lancé à la création d'un comité contre la répression. Il a été rejoint par des syndicalistes, des militants des droits de l'homme, la Ligue des droits de l'homme. Il a été rejoint par des journalistes, par des familles de détenus. Et on espère qu'il s'élargisse parce que maintenant, nous sommes dans un problème d'existence. Nous sommes en train de chercher un moyen de dire que nous existons. À partir du moment où les partis politiques qui sont agréés sont sommés de ne pas faire de la politique et de rester chez eux. Donc le peuple continue à résister à travers ce genre d'initiative qui est née au PAD et qui est en train de prendre forme et qui a décidé d'installer même une coordination de suivi et qui sera chargée de faire des communiqués, d'avoir un état des lieux, de recenser, de voir comment peser pour faire respecter les droits internationaux avant la loi interne. Maintenant, vous me dites que le pouvoir, est-ce qu'il va vous entendre, lui qui vient d'installer une inspection? Moi, je ne vois même pas pourquoi il a installé ces inspections. Il suffit de redonner les prérogatives à la Cour des comptes. Le rôle de la Cour des comptes, c'est de faire une inspection dans tous les domaines. Là, le rôle de la Cour des comptes qui a été gelé par Bouteflika, c'est de relancer les prérogatives des juges de la Cour des comptes, dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Pourquoi je vais faire des inspections et extraire la justice et l'armée? Pourquoi? Vous allez me dire que la justice, elle a sa propre inspection. Mais on ne parle, c'est pas dans ce sens qu'ils ont installé une inspection auprès de la présidence de la République. Mais la Cour des comptes, c'est ça son rôle. C'est d'inspecter tous les domaines. C'est d'inspecter toutes les institutions de l'État et surtout tout ce qui est rattaché à l'argent public. Alors moi, créer de nouveaux postes et ajouter encore des salaires faramineux, alors que nous sommes en peine à acheter de la pomme de terre. Bon, écoutez, tout ça, franchement, il y a une absence de visibilité, il y a une absence de perspective, il y a une absence de solution. Il y a un pouvoir qui se renferme de plus en plus sur lui. L'initiative d'aujourd'hui, heureusement qu'elle a vu le jour, parce que les avocats. Merci Nabila Smaïl. Excusez-moi de terminer avec ça, parce que je n'ai pas eu beaucoup de temps par rapport à vos autres invités. La question des libertés et du respect des libertés ne peut pas être le problème des avocats uniquement. Les avocats sont en train de souffrir depuis 3 ans, qu'ils sont sur le terrain à défendre, à courir et à aller dans tous les sens. Donc il est temps que la société civile, que le citoyen algérien, s'il veut être respecté, comme l'a dit Rachid Mkez, le citoyen algérien doit imposer le respect de la loi. Il doit imposer le respect de la loi, pas par lui, par ceux qui font cette loi, parce que c'est eux qui violent la loi. Donc arrêtons. Merci Nabila Smaïl. Mettons-nous en tête que les libertés, c'est la question de tout le monde, et je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Nabila Smaïl, et bravo pour tout ce que vous faites. Monsieur Athman Mazid. Athman Mazid, donc la société civile, je ne sais pas, Madame Nabila Smaïl a posé une excellente question, c'est que ce n'est pas aux avocats seuls de faire ce travail. Que doit faire la société civile, justement? Parce que les détenus, eux, ils nous envoient des messages à travers justement cette grève de la faim. Mais que doit envoyer justement la société civile? Il y a un problème technique, je pense, on n'entend pas Monsieur Athman Mazid, Malish. Excusez-moi, le micro était coupé. Ah, c'est bon, ok.
Allez-y. Voilà. Ouais, on a un rôle quand même, nous en tant que militants, sans vouloir donner des injonctions et être péremptoire et de dire voilà, il faudrait que. Moi, j'appelle à une prise de conscience. Il faut bien savoir que, tout comme on a parlé tout à l'heure de la corruption, on va dire c'est illicite, c'est immoral, c'est haram, etc. Mais ça remet en danger, ça remet en question l'intégrité, la souveraineté et ça remet en la sécurité nationale. C'est un problème. La corruption, ce n'est pas simplement condamner personnel des individus et dire voilà, ces individus sont des corrompus, sont des moujrimines, etc. Ça remet en danger, ça met en danger la sécurité nationale. Et identiquement, ce qui se passe actuellement, les problèmes du manque de loi, de l'absence de loi, il faut les condamner. Nous avons obligation, il faut que les camarades, que les gens qui travaillent dans la justice, je fais un appel, je lance la pierre dans le camp des avocats, parce que tous les avocats, malheureusement, ne sont pas de l'acabit de notre consoeur, de notre sœur Nabila Smaïl, n'ont pas cette envergure, n'ont pas ce courage de dire voilà, certains, malheureusement, ils sont là à faire à la promotion de leur cabinet, etc. Oui. C'est malheureux vraiment de tomber dans cette circonstance parce que ces mêmes avocats qui courent après des affaires, qui courent après de l'argent, ils sont obligés d'envoyer leurs enfants, s'ils veulent leur assurer un avenir, d'essayer de leur trouver une solution pour qu'ils aillent à l'étranger. C'est malheureux, c'est vraiment, c'est pitoyable d'arriver dans cette situation. Donc tous ceux qui sont la société civile, j'appelle les intellectuels, les journalistes, les avocats, les cadres supérieurs à prendre conscience que leur avenir, l'avenir de leurs enfants est en danger, que leurs enfants sont obligés de monter. Alors peut-être que leurs enfants n'iront pas dans les beautés, oui, ils n'iront pas dans les embarcations de fortune. Peut-être que ces gens-là ont les moyens de les envoyer à l'étranger. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas leur avenir en Algérie ? C'est ça le problème. Merci Atman Mazit. On arrive à la fin de cette émission. Je dois quand même donner un dernier mot. Désolé, à Rachid Nekez sur ce sujet. Les détenus, Rachid Nekez. Rachid Nekez, راك ميوت. ماناش نسمعوا. Alors attendez. Oui, c'est bon. C'est bon. Ah d'accord. Je disais, si Hossein Ghasmi, j'ai été moi-même détenu politique pendant 443 jours et j'ai été totalement abandonné. Et les 331 détenus politiques sont aussi totalement abandonnés. Pourquoi ? Car le Hirak, ce sont des populistes, des médiocres, des niveaux 9e année qui l'ont conduit. Si on veut que les choses changent, il faut que ce soit l'élite algérienne qui impose son leadership de compétences, d'expérience et de patriotisme pour... Le Hirak n'a été conduit par personne, Rachid Nekez. Je ne sais pas si les Algériens vont être d'accord avec vous, mais en tout cas, je ne laisse pas passer ça, parce que le Hirak, très bien, il n'y avait pas de leader pour le Hirak. C'est Hossein Ghasmi. Le Hirak, et je vous le dis, à partir de Mondouara, a été conduit, a été perverti par des médiocres, des populistes, des charlatans et des narcissiques. Et c'est pour ça qu'on est arrivé droit dans le mur. Droit dans le mur. Mais aujourd'hui, on voit bien que comment le régime a instrumentalisé le Hirak. Le Hirak, c'est le régime qui l'a allumé, les Chiarou, et le Hirak, c'est le régime, les Tafa, c'est lui qui l'a éteint. Comment expliquez-vous que le 22 février dernier, c'est très grave ce que vous dites, Rachid Nekez. Allez, j'assume mes propos. Comment expliquez-vous qu'en Algérie, 45 millions d'Algériens sont restés à la maison? Heureusement qu'à Paris, alhamdoulilah, les gens sont sortis pour dire qu'ils étaient pacifiques, légaux, démocratiques et civilisés. Mais en Algérie, Bak Mezrouch, personne n'est sorti. Donc ça veut bien dire que le Hirak, c'est le régime qui l'instrumentalise. C'est pourquoi je lance un appel à l'élite algérienne, les avocats, les juges, les médecins, les enseignants, les architectes, pour qu'eux prennent la tête de ce mouvement populaire pour la citoyenneté. Merci à Rachid Nekez. Rachid Ouaissa, un dernier mot. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec Rachid Nekez quand il dit c'est le pouvoir qui a allumé le Hirak, c'est le pouvoir qui l'a éteint. Je trouve ça une déclaration grave, mais Rachid prend sa responsabilité. Merci. Est-ce que tu m'entends, Hossein ?
Oui, oui, très Alors, bien. justement, moi non plus, je suis pas d'accord avec ces propos. Déjà, ça veut dire quoi, 19e année? On ne peut pas insulter les gens comme Oui, ça. 19e oui. année, c'est ça le peuple algérien. Alors, c'est pas le. Au contraire, c'est parce que le Hirak était élitaire. C'est parce qu'on n'a pas réussi à joindre, à convaincre les couches basses, les gens qui ont eu au Hirak. C'est pour ça que le Hirak n'a pas réussi. C'est parce que on n'a pas les travailleurs, les chômeurs, les gens de Bebloued qui sont tout le temps là, mais ils n'avaient jamais de représentants dans toutes les structures du Hirak. C'était trop élitaire au contraire. Bon, mais ça c'est. Mais pour terminer, je pense qu'après ce qu'a dit Nabila, on peut pas ajouter, elle a tout dit. Et là, ces 330 détenus, c'est la conscience. C'est la conscience du Hirak, c'est la conscience du régime, c'est la conscience d'Algérie d'aujourd'hui, de tout Algérien. Merci. Donc, c'est vraiment, et ça doit être le moteur qui va redynamiser le Hirak. Merci. Merci. Merci à Rachid Douaïssa, merci à Atman Mazit, merci à Rachid Nkaz, merci à Nabila Smaïl. On a tous regardé ce mur, cette photo, et on a tous eu la même réaction peut-être. Je ne sais pas si on voit la photo. Voilà. C'est moche. Massacre écologique, esthétique. Tfkarna Zouj Bral, la Palestine, Trump. Incroyable. Comment une telle horreur a pu se produire, comme disait Abdallah Ben Adouda. Voilà, cette émission arrive à sa fin. Merci à tout le monde, merci à vous tous et à toutes. Qimad dilana, salam alaikum, à demain, Inch'Allah.